Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Étienne Ngandou. Ah voilà, bienvenue sur Congo One. Le Conseil supérieur de la défense, présidé par Joseph Kabila lui-même, a décidé le vendredi 6 juillet d'éradier de l'armée plusieurs officiers mutins qui ont fait défection au Nord Kivu et dont certains ont créé le mouvement M23. Est-ce que cela vous paraît approprié par rapport à la situation qu'il y a sur le terrain ou c'est simplement une opération de communication pour ce gouvernement de Kinshasa? Monsieur Étienne Ngandou, avant de répondre à votre question, je voudrais en poser une autre. Comment ces messieurs-là se sont-ils introduits dans l'armée congolaise ou ceux qui en restent? Il y a eu des procédures de mixage, de brassage mal conçues, des procédures qui ont permis que notre armée puisse être infiltrée par des agents peu sûrs, des agents de l'étranger et de l'ennemi aux intérêts de nos populations. Voilà pourquoi cette opération-là me semble encore une fois être un montage théâtral qui ne résout pas le problème en profondeur. Le problème serait que toute l'armée puisse être débarrassée de ces parasites qui sont venus de l'extérieur, qui l'ont infiltrée pour pouvoir la fragiliser, mais aussi mettre sur le devant de la scène de la guerre les éléments congolais les plus jeunes pour qu'ils puissent être détruits, être tués, afin que le travail que ces infiltrés ont à faire se poursuive. Donc, se limiter tout simplement à une radiation de quelques éléments sans poser le problème beaucoup plus profond de l'infiltration de notre armée par les agents de l'ennemi, c'est n'est pas aller très loin dans la résolution de la question face à laquelle nous sommes placés aujourd'hui. Et quand ce même gouvernement décrète une mobilisation de l'ensemble du peuple congolais sur ce qu'il appelle pour faire échec à une nouvelle tentative de déstabilisation du pays, quelle peut être l'efficacité d'une telle démarche? L'efficacité d'une démarche de ce genre-là sera quasi nulle. Pourquoi? Ce gouvernement-là jouit d'une légitimité trop faible. N'oubliez pas, comme je vous le rappelle régulièrement, qu'il est issu d'un coup d'État administratif après les élections chaotiques de novembre et décembre 2011. Si c'était un gouvernement légal et réellement légitime, son mot d'ordre pouvait avoir quelque efficacité. Mais ici, nous sommes face à un gouvernement ne jouissant pas d'une grande légitimité. Et nos populations ne vont pas suivre des messieurs et des dames issus d'un coup d'État. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce même gouvernement propose cette mobilisation générale et nous avons appris hier que un parti politique congolais, SID, voulait organiser un sitting devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Et curieusement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, comme à son habitude, a envoyé la police pour réprimer les manifestants. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cela? D'où le gouverneur de Kinshasa a-t-il eu l'ordre de pouvoir réprimer cette manifestation? C'est pour vous dire encore une fois que toutes nos institutions sont tellement infiltrées qu'elles sont devenues trop faibles et ne peuvent rien entreprendre dans le sens de garantir les intérêts des Congolais. Elles font ce qui plaît aux ennemis extérieurs qui ont orchestré cette infiltration-là. Donc, tant que nous aurons ces infiltrés dans nos institutions, je ne nous vois pas
arrêter des actions de grande mobilisation, des actions efficaces allant dans le sens de pouvoir mettre hors d'état d'agir ceux qui tuent, pillent et détruisent notre peuple et notre pays. Dans une conférence de presse tenue cette semaine à Kinshasa, le secrétaire général de la SENCO a appelé le peuple congolais au sursaut populaire pour sauver la patrie en danger. Est-ce finalement par l'Église que viendra la solution à ce problème? L'Église peut faire quelque chose si elle essaye de faire du suivi dans ces différentes propositions émises, mais encore une fois, l'Église n'ira pas loin tant que la question de la légitimité populaire des gouvernants en place ne pourra pas être suivie. Sinon, elle risque d'émettre un son de cloche contraire aux intérêts de ceux qui ont infiltré nos institutions. J'estime que la solution à la question de la légitimité des gouvernants est aussi importante que la mobilisation contre cette guerre d'agression qui nous est imposée et qui dure depuis plus de 20 ans. Et que pensez-vous de la pétition initiée par ces mêmes chefs religieux pour dire non à toute forme de négociation avec ce qu'ils appellent les éternels criminels en RDC, dont les mutins du M23, c'est-à-dire refuser toute tentative de balkanisation du pays? Oui, refuser toute tentative de balkanisation du pays, d'accord, mais quand ils disent qu'ils refusent toute négociation avec les éternels envahisseurs de notre pays, les éternels criminels de notre pays, je ne sais pas de quoi ils parlent. Parce que les mêmes criminels se retrouvent dans les institutions même du pays. Ils demandent aux criminels qui sont dans les institutions du pays de ne pas négocier avec ce que ces mêmes criminels se sont organisés pour mettre en dehors des institutions du pays. Là, je ne comprends pas très bien. Peut-être que, en posant des questions à ces chefs religieux, ils pourront nous expliquer ce qu'ils veulent dire. Mais les différents rapports des experts de l'ONU, depuis le rapport Gessoni de 94 jusqu'au dernier rapport des experts de l'ONU d'il y a quelques semaines, ces mêmes criminels se retrouvent et dans les institutions du pays et même en dehors du pays. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que l'actuel président de l'Assemblée nationale issu du même coup d'État a confessé ou a confié à Colette Brackman. Il a osé affirmer que même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ces infiltrés qui sont des mèches avec le M23. Comment être à la fois juge et parti? Hein, les chefs religieux devraient aussi pouvoir se pencher sur toutes ces questions-là pour voir quelle solution y apporter. En parlant toujours des négociations, cette semaine, les États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'ancien CEPGL de l'époque de Mobutu, ont recommandé la mise sur pied d'une force internationale qui sera déployée le long de la zone frontalière commune entre la RDC et le Rwanda pour combattre notamment les groupes armés des FDLR et les M23. Est-ce que croyez-vous en cette énième proposition? Va-t-elle finalement apporter la solution au problème? Monsieur Etienne Ngandou, l'accord de Lusaka l'accord d'Addis Abeba est faible. Il passe à côté de la question essentielle. La question essentielle me semble être celle de la condamnation pure et simple du Rwanda. Nous ne sommes pas placés face à une guerre entre les mutins et l'armée congolaise. Nous sommes face à une agression d'un pays voisin au nôtre. Alors, vouloir résoudre cette question de l'agression par un accord qui chercherait à protéger nos frontières communes, c'est
reconduire le fonds de commerce de Kigali qui consiste à prétendre que une chasse au FDLR doit pouvoir être organisée au Congo, alors que les FDLR, une bonne partie, au moins 2000, font partie des mutins. Donc on est en train de tourner en rond et, bon Dieu, quand je sais combien d'accords ont déjà été signés sur cette guerre de prédation et d'agression imposée à notre pays depuis plus de 2 décennies, je ne suis pas très chaud pour croire que cette fois-ci est la bonne. Mais, M. Mbelou, le problème n'est-il pas les lobbies? Les Rwandais semblent disposer d'un lobby assez puissant, parce qu'on les voit même, la presse de Kinshasa a abondamment écrit sur ces sujets. Aussi bien l'Union européenne que les États-Unis n'ont pas condamné en des termes très explicites l'action du Rwanda dans cette situation. N'est-ce pas parce que le Rwanda dispose de soutiens assez puissants de la part des pays occidentaux qu'il s'en sort toujours dans cette situation? Des soutiens assez puissants, je ne dirais pas. Je ne dirais pas que le Rwanda continue à jouir de soutiens assez puissants. Un lobby efficace, oui, mais un lobby qui marque ses limites. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous d'avis qu'il y a eu des mensonges et que le Rwanda est coincé. Et mon cher frère, n'oubliez pas que le monde est en train de s'engager dans un ordre multicentrique. C'est-à-dire, le monde ne tourne plus autour des mêmes axes dominés par les États-Unis. C'est là que les Rwandais je ne dirais pas les Rwandais, Paul Kagame et ses escadrons de la mort sont en train de se tromper. Ils travaillent sur un axe qui est en train d'être disqualifié petit à petit par l'histoire. Les États-Unis et leurs supplétifs européens sont en train de perdre toute autorité morale sur plusieurs plans. Et ce n'est pas cet ordre-là qui va conduire le monde demain. Le monde est en train de devenir polycentrique. Il est important que sagement et intelligemment, les élites congolaises organisées, et même si elles sont minoritaires, commencent à penser à l'insertion de ce pays-là dans cet ordre multicentrique qui est en train de se créer. Le Rwanda de Paul Kagame et ses escadrons de la mort sont en retard par rapport à la naissance et à l'épanouissement de cet autre ordre mondial. Un mot sur la MONUSCO qui, par la bouche de son responsable au Congo, Roger Miss, affirme être déterminé à faire tout son possible pour protéger les civils à l'est du pays, pendant que les mutins menacent de reprendre les villes où l'armée congolaise est revenue. Lorsqu'on suit les dépêches d'agences de presse internationales qui arrivent, c'est une très grande catastrophe humanitaire une fois de plus à l'est du pays. Plus de 200 000 personnes déplacées. Est-ce crédible ce genre de déclaration? Mon cher frère, essayons de placer cette guerre dans le fonctionnement même du capitalisme. Le capitalisme ou le néolibéralisme actuel fonctionne sur fond de grande violence. Et le lobby auquel vous avez fait allusion il n'y a pas très longtemps et ces puissances qui vont vers leur épuisement, leur impuissance, fonctionnent sur fond de violence et elles soumettent, ces puissances soumettent l'ONU. L'ONU, avec la MONUSCO chez nous, travaille avec ces puissances. Elle obéit à ces puissances sur le déclin. Et quand vous avez des puissances qui sont sur le déclin, elles deviennent très, très, très dangereuses et capables de beaucoup de méfaits, de dégâts. Et c'est ce qui est en train de se passer chez nous. L'ONU ne peut pas faire autre chose que ce qui lui est recommandé par ces puissances qui sont sur le déclin. Prétendre qu'elle ira au-delà de ce qu'elle est en train de faire maintenant, c'est nous leurrer un peu. Franchement, si ça avait été une véritable
force d'interposition et de protection, cette guerre d'agression aurait déjà pris fin. Mais comme c'est une force utilisée par les multinationales et les puissances occidentales sur le déclin, elle essaie tant bien que mal de s'interposer, elle fait semblant de nous protéger, mais elle n'est pas là pour nous protéger. Elle protège les intérêts des multinationales et de ces grandes puissances sur le déclin. Voilà. Autre chose, le cinéaste belge Thierry Michel a été expulsé cette semaine du Congo pour un problème de visa, selon les autorités de Kinshasa. Et dès son retour en Belgique, il a affirmé détenir de nouvelles révélations sur les circonstances de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, et principalement sur l'implication de John Numbi. Est-ce que ces révélations vous semblent déterminantes dans cette affaire? Surtout l'échange que M. Thierry Michel a pu avoir avec le policier en Kabbale. Cet échange est éclairant. Mais encore une fois, face à un pouvoir qui sème la mort, face à un pouvoir voulant à tout prix s'imposer chez nous par défi, il n'avait pas été étonnant qu'un défenseur des droits de l'homme de la taille de Floribert Chebeya puisse constituer une épine dans le pied de ce pouvoir. Et puis, déjà, en regardant le film de Thierry Michel pendant les quelques projections qu'il a faites ici en Europe, un monsieur, une dame jouissant de ses capacités intellectuelles comprend facilement qui a fait quoi et qui a joué quel rôle. Vouloir aujourd'hui expulser Thierry Michel du Congo ne met pas fin à ces grandes révélations que ce film a pu faire. Le comble est qu'on voudrait maintenant faire de cette question une question entre les blancs et les noirs. C'est une confusion qu'on voudrait entretenir inutilement en disant oh, ce sont les noirs qui plaident pour un blanc qui est chassé du Congo, alors que les blancs, quand ils chassent les noirs de l'Europe, personne n'en parle. Non, ce n'est pas ça. Il y a une confusion sagement ou, comment dirais-je, intelligemment entretenue pour éviter que nous puissions mettre le doigt sur les intérêts de la classe bourgeoise transcontinentale qui est en train d'exploiter le Congo et de tuer les Congolais et de tuer les meilleurs des Congolais. Parce que n'oubliez pas que pour que le capitalisme exerce sa violence et arrive à ses profits comme il le veut, il doit régner sur les cœurs et les esprits. Mais pour mieux régner sur les cœurs et les esprits, les messieurs et les dames intelligents et sages doivent être tués ou lobotomisés. Mais malheureusement, ces gens-là n'avaient pas réussi à embrigader Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Voilà qu'ils ont choisi de les tuer. Mais le sang de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana va finir par se venger. Cette expulsion a été abondamment commentée dans les médias francophones belges, alors que sur l'affaire elle-même, le gouvernement belge a toujours été indifférent, hein, disons-le, allant jusqu'à refuser les visas de transit à la famille Chebeya, qui devait quitter le Congo pour aller s'installer au Canada. Un petit commentaire à ce sujet. Il y a encore une fois la question de l'intérêt des classes. Hein, l'intérêt d'une classe bourgeoise qui s'impose, une oligarchie de l'argent qui a infiltré toutes les institutions, que ce soit au Congo ou en Belgique. Cette bourgeoisie, cette élite, cette oligarchie d'argent agit et est efficace. Elle essaye de touffer toute velléité d'action allant dans le sens de la libération de la vérité. Que pensez-vous de la réaction de Lambert Mende, qui a notamment affirmé ceci: je suis parmi les premiers étonnés que les procès n'ayant pas pris fin, les films soient déjà sur la place publique,
avec un verdict avant les verdicts. On désigne les coupables, c'est le président de la République Joseph Kabila, alors que la justice est encore en train de statuer. Et d'ajouter, personne ne cite les présidents dans les procédures, mais lui, les réalisateurs présentent les présidents comme coupables. Bon, une fois de plus, Lambert Mende rue dans les brancards. Vous savez, je n'aime pas beaucoup parler de ces messieurs-là et je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Il fait partie de cette élite comprador et il dit n'importe quoi. Vous savez que dans le procès de Chebeya, il y a des avocats qui aujourd'hui réclament qu'il y ait une intervention d'avocats de carrure internationale et que le procès puisse être fait non pas devant un tribunal militaire, mais devant un tribunal civil. Même là, il y a encore des questions qui demandent un peu plus de lumière. Donc, commencer à raconter ce que M. Lambert Mende raconte ne nous avance pas beaucoup. Nous sommes habitués à ces discours. Il caresse son raïs dans le sens de ses poils. Il fait du militantisme pour que le raïs puisse compter davantage sur lui. Ça n'avance pas à la cause du pays. Monsieur Lambert Mende fait partie de l'élite comprador de notre pays. Il n'a aucune leçon à nous donner dans ce procès-là. Cette semaine, une délégation de parlementaires congolais est passée par Bruxelles, conduite par son président, hein, M. Aubin Minaku. Et chose insolite, c'est sous escorte policière et en toute discrétion que cette délégation s'est déplacée. Bon, cela n'a pas empêché les parrains belges du gouvernement de Kinshasa, une fois de plus, de s'afficher et d'apporter leur soutien à cette délégation. Quelle lecture avez-vous eu de ce passage à Bruxelles de cette délégation des parlementaires de Kinshasa? Encore une fois, c'est la question de la faible légitimité qui se pose. Si c'était des députés, des véritables représentants du peuple, élus en bonne et due forme, ils n'auraient pas eu besoin de raser les murs et de se faire escorter par la police. Et comme ils savent au fond d'eux-mêmes, d'ailleurs quand vous lisez les témoignages de ce président-là, de l'Assemblée, Aubin Minaku, vous vous rendez compte qu'il reconnaît que les élections ont été chaotiques. C'est qu'ils sont conscients du fait qu'ils ne jouissent pas d'une forte légitimité et qu'ils ne représentent pas le peuple congolais. Ils représentent les intérêts d'une petite classe bourgeoise congolo-belge et ils ont tout intérêt à être protégés par cette classe de parrains. Mais on a comme l'impression que les politiciens, principalement francophones belges, bon, sont à l'avant-plan. Hein. Ils se sont assignés comme mission de légitimer ses pouvoirs et de lui donner une certaine visibilité au niveau international. La légitimation d'un pouvoir n'est pas d'abord extérieure, c'est le peuple qui légitime le pouvoir. Et puis, la légitimation du pouvoir ne se fait pas simplement par le suffrage universel. Il y a tout un processus qui légitime un pouvoir, c'est entre autres par exemple la participation des citoyens aux décisions qui sont prises par les représentants du peuple, la participation, le dialogue permanent entre les gouvernants et le peuple, entre le gouvernement et les différentes représentations syndicales ou des organisations de la société civile représentant le peuple. Non, il y a tout un processus. Je voudrais ajouter un petit commentaire peut-être qui ne vient pas à propos. Il y a dans ce qui se passe dans notre pays, il y a aussi une question d'ignorance. Quand on parle de légitimité en politique, à quoi une légitimité est-elle liée? Est-ce que la légitimité est simplement liée au fait qu'on est allé aux élections? Non, non. Vous prenez les grands théoriciens de suffrage universel ou de la politique comme les John Rawls, comme les Habermas ou ceux qui les ont approfondis chez nous comme les Chamalenga et les autres.
vous vous rendez compte que la légitimité d'un pouvoir ne peut pas être liée tout simplement au fait qu'on est allé aux élections. Donc, on est en train d'appauvrir cette notion de légitimité bêtement, par ignorance. Donc, ils peuvent ou ne pas être sur l'avant-plan, mais tous ces gens fonctionnent sur fond du néolibéralisme. C'est une classe bourgeoise qui se protège au nord comme au sud et qui exclut les grandes masses populaires. Mais l'impression qu'on a, c'est que le gouvernement de Kinshasa s'acquitte d'une reconnaissance internationale. Ben, elle est devenue comme une obsession permanente. Oui, mais c'est parce que ils sont gênés, ces gens-là. Ils comprennent et puis ils savent comment fonctionne le système de prédation internationale. Donc il n'y a pas beaucoup de changements entre ce qui s'est fait il y a déjà plus de 50 ans et ce qui s'est fait aujourd'hui. Comme ce sont des nègres de service, ils ont besoin que leurs parents montrent clairement qu'ils les soutiennent. Ils ne peuvent que jouir, c'est un pouvoir extraverti, ce n'est pas un pouvoir autonome, un pouvoir populaire, un pouvoir des masses. Hein? Le capitalisme fonctionne de cette façon-là et avec son pendant d'impérialisme. Pour finir, à Kinshasa, les bureaux du domicile du bâtonnier national ont été perquisitionnés sous ordre du procureur général de la République et au motif que les bâtonniers seraient en relation avec la rébellion du M23. Ben, c'est une situation qui est insolite. Une fois de plus, on a comme l'impression que cette justice elle est utilisée pour procéder à des règlements des comptes. Mais c'est son mode de fonctionnement. Depuis plus de 20 ans, je dirais même un peu plus, depuis très 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 longtemps, une justice aux ordres de la politique ne peut rien faire que fonctionner de cette manière-là. Nous sommes habitués à cela. Non, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas un pays souverain, nous ne sommes pas un pays où les différents pouvoirs jouissent d'un peu d'autonomie les uns à l'endroit des autres. Tout est soumis au pouvoir politique et à ses dictats. C'est de cela que nous devons pouvoir nous départir. Il y a beaucoup de travail à faire pour renverser la vapeur, mais je suis convaincu de plus en plus que ce travail-là est en train d'être abattu davantage par les minorités organisées et agissantes qu'il va finir par aboutir et redonner un peu d'espoir à ce pays-là, mais redonner surtout un peu d'espoir au nouveau départ d'une nouvelle Afrique, parce que le Congo seul ne pourra pas résister pendant longtemps contre l'ordre des prédateurs de ces puissances sur le déclin. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou. À la semaine prochaine.